Quand un simple camion change de direction, tout un continent peut changer de trajectoire. Imaginez un instant, la plus grande révolution du Sahel n'a peut-être pas eu lieu dans les palais présidentiels, ni dans les couloirs feutrés des sommets internationaux, ni même dans l'ombre d'un coup d'État. Non, le vrai basculement s'est joué là où personne ne regardait, sur des routes poussiéreuses, entre deux frontières, quand les camions ont cessé d'aller toujours vers le même port. Pourquoi certains ports, autrefois considérés comme des gages de stabilité, sont-ils soudain apparus moins fiables? Pourquoi des corridors logistiques, que l'on croyait gravés dans la roche, sont-ils devenus optionnels? C'est qu'au Sahel, la vulnérabilité logistique a longtemps été invisible, une faiblesse silencieuse, ancrée dans l'histoire, que les crises récentes ont soudain rendue évidente. Dès lors, ce qui semblait automatique, le transit par Cotonou, Abidjan ou Lomé, s'est transformé en décision politique, en levier de négociation, en acte de souveraineté. Dans ce nouvel élan, le selfish africain n'a rien d'égoïste. Il s'agit de prioriser ses propres intérêts à chaque négociation. Exiger des termes équitables, rejeter subtilement l'exploitation déguisée en aide, et surtout, utiliser le poids collectif pour infléchir le rapport de force. Ce qui se joue ici dépasse de loin la simple circulation des marchandises. Il s'agit pour les États intérieurs, comme le Niger, le Burkina Faso ou le Mali, de réduire leur exposition aux chocs externes, de regagner du pouvoir face aux pressions extérieures et d'affirmer leur autonomie économique. Mais attention, ignorer cette mutation, c'est condamner la région à rester captive de ses anciennes dépendances, à perdre de l'argent, du temps et du pouvoir à chaque nouvelle crise. Or, une fois la faille révélée, impossible de faire marche arrière. Chaque route alternative ouverte devient un début de solution, chaque corridor diversifié, une preuve de résilience nouvelle. Mais pour comprendre comment le Sahel en est venu à transformer la contrainte en atout, il faut d'abord décrypter l'architecture originelle de cette dépendance, car avant de parler de nouveaux chemins, il faut comprendre comment l'ancien verrou s'est construit. Avant de parler d'ouverture, il faut comprendre qui a posé les cadenas. Au Sahel, on imagine souvent que la vulnérabilité logistique est une fatalité, comme si le désert avait dicté les règles du jeu. Mais en réalité, cette architecture de dépendance n'est pas née d'un hasard géographique. Elle porte une signature, celle de l'histoire coloniale. Les premiers grands axes, routes, rails, ports, n'ont pas été conçus pour connecter les sociétés africaines entre elles, ni pour irriguer l'économie locale. Leur but ? Extraire au plus vite les ressources vers la mer, direction l'Europe. Les chemins de fer qui sillonnent encore la région aujourd'hui n'ont jamais cherché à relier Bamako à Niamey ou Ouagadougou à N'Djamena. Non, leur tracé épouse les besoins d'exportation d'hier, les mines d'un côté, les ports de l'autre, avec entre les deux le strict minimum. Après l'indépendance, l'Afrique de l'Ouest a hérité de ce réseau. Mais au lieu de le réinventer, on l'a figé. Les couloirs historiques se sont imposés par routine, par manque de moyens, parfois par crainte de l'inconnu. Autour de ces axes, on a optimisé entrepôts, douanes, compagnies de transport, assurances. Toute l'économie s'est organisée autour de quelques veines principales, les corridors sud-nord, reliant les ports de Lomé, Cotonou ou Abidjan à l'interland sahélien. On a peaufiné l'efficacité, mais on a aussi consolidé la dépendance. C'est ce qu'on appelle la path dependency, des choix faits il y a 100 ans qui continuent de dicter notre marge de manœuvre aujourd'hui. Quand 80% des importations d'un pays passent par un seul corridor, le moindre incident, grève, fermeture de frontières, sanctions, peut asphyxier toute une économie. Un couloir logistique, ce n'est pas qu'une route sur une carte. C'est un levier de pouvoir. Celui qui contrôle la clé du corridor détient un moyen de pression immense sur les prix, les délais, l'accès au carburant, parfois même sur la stabilité politique. Et ce verrouillage logistique n'est pas un accident. Il est devenu un outil géopolitique. Pendant longtemps, cette fragilité est restée invisible. On n'y pensait pas tant que les frontières restaient ouvertes, que les convois circulaient, que les ports tournaient à plein régime. Mais dès que la pression monte, cette dépendance saute aux yeux.
Les sanctions de la CEDEAO en 2023 contre le Niger, ou la fermeture partielle des frontières du Mali, n'ont pas créé la vulnérabilité. Elles l'ont révélée. Du jour au lendemain, le carburant a manqué, les prix ont flambé, les camions sont restés bloqués aux frontières. L'assurance du transit est devenue un casse-tête. Soudain, tout le monde a compris. Continuer à miser sur une seule porte d'entrée, c'est accepter qu'un pays entier puisse être paralysé par une seule décision extérieure. Ce qui est en jeu, ce n'est pas juste la fluidité du commerce. C'est la souveraineté économique, la stabilité, l'investissement, l'image d'un pays. Si le Sahel reste prisonnier de cette architecture héritée, chaque choc extérieur peut se transformer en crise existentielle. La logistique, c'est la circulation du sang économique. Un caillot, et c'est tout le corps qui vacille. Mais qu'arrive-t-il lorsque cette stabilité, autrefois invisible, vole en éclats? Ce n'est pas la crise qui a créé la dépendance, mais la crise qui l'a rendue visible. Lorsque le Niger a subi des sanctions après le dernier coup d'État et que les frontières se sont soudainement refermées, c'est tout un système logistique régional qui s'est retrouvé sous la loupe. Les flux qui traversèrent le Bénin se sont brutalement ralentis, les camions sont restés bloqués des jours entiers, les entrepôts se sont vidés et la rumeur d'un étouffement économique imminent a circulé partout. Mais voilà le paradoxe. Ce choc n'a pas paralysé le Sahel. Au contraire, il l'a obligé à regarder en face sa vulnérabilité, à la rendre tangible, chiffrable, et surtout, à imaginer des solutions en dehors des schémas hérités. Très vite, le Niger a accéléré le recours aux ports de Lomé, au Togo, et de Tema, au Ghana. Le Burkina Faso et le Mali, eux aussi, ont multiplié les démarches pour explorer d'autres axes, parfois plus longs, souvent plus chers, mais porteurs de marges de manœuvre inédites. Diversifier les corridors, ça coûte parfois plus cher au kilomètre, mais ça achète de la résilience. Et, pour la première fois, ce sont les États de l'intérieur qui se sont retrouvés avec un levier de négociation réel. Si un corridor bloque, un autre prend le relais. L'assurance, le fret, l'investissement, tout s'en trouve redéfini. Les transporteurs comparent les délais, les tarifs, l'accueil administratif. Les ports, eux, comprennent qu'un client qui s'organise peut à tout moment redistribuer les cartes. Ce qui frappe, c'est que cette transition s'est opérée dans un calme presque administratif. Pas dans les rues, pas sous les caméras, mais dans les bureaux, autour des téléphones, dans la discrétion des commissions logistiques et des salles de contrôle des ports. Les titres des journaux parlaient de crise, mais sur le terrain, c'est la logique stratégique qui prenait le dessus. Il ne s'agit pas d'un réflexe émotionnel, d'un sursaut de fierté. Non, c'est la compréhension froide que ne pas s'adapter, c'est accepter d'amplifier l'impact des prochains chocs, de voir son économie ballottée au gré des crises extérieures. Diversifier, c'est stabiliser l'économie, sécuriser ses approvisionnements et gagner une autonomie qui, peu à peu, transforme les rapports de force régionaux. Car au-delà du coût immédiat, chaque nouveau corridor devient une option supplémentaire dans la négociation. Un port n'est plus l'unique porte de sortie ou d'entrée, il devient un prestataire parmi d'autres. Et ce simple fait change tout. Les États côtiers, eux, le comprennent vite. Leur rôle de plaque tournante logistique n'est plus une certitude, mais une position à défendre, à rendre attractive. Les frais de transit se discutent. Les délais de douane deviennent un argument. La modernisation des infrastructures s'accélère, non pas par altruisme, mais par nécessité. Le marché soudain s'invite dans la géopolitique. Pour les sociétés du Sahel, ce basculement est plus qu'une adaptation technique. C'est une correction structurelle. Longtemps, le mot « enclavé » sonnait comme une fatalité, une condamnation à négocier avec le sentiment d'être toujours exposé, dépendant, vulnérable. Mais quand les camions arrivent, malgré les blocages, quand l'essence continue de circuler, même en prenant des routes moins familières, le message est limpide. Le système est ajustable. La vulnérabilité n'est pas permanente. Et cette prise de conscience rejaillit bien au-delà des frontières. Elle élargit la vision que les jeunes générations portent sur l'avenir, non pas comme une succession de contraintes, mais comme un espace où la marge de manœuvre se construit, se découvre, se conquiert. Mais cette redistribution de cartes n'affecte pas que l'intérieur.
Elle bouleverse aussi les ports côtiers, leur économie et leur façon de voir leurs voisins de l'intérieur. Une option de plus, c'est une négociation différente. Imaginez, pendant des décennies, les grands ports côtiers d'Afrique de l'Ouest détenaient un monopole silencieux. Chaque container, chaque camion, chaque litre de carburant destiné au Sahel devait passer par leurs terminaux, leurs tarifs, leurs délais, leurs humeurs parfois. Cette réalité, on la vivait comme une fatalité géographique, une limite imposée par la carte, par l'histoire, par la logique du commerce mondial. Mais avec la diversification des corridors, ce monopole s'effrite. Les ports voient que leur volume diminuer, la compétition s'intensifie, et soudain, ils doivent s'adapter, séduire, innover, coopérer. Les autorités portuaires ne dictent plus seulement les règles du jeu, elles doivent convaincre. Le client intérieur, longtemps captif, devient mobile. Il compare, il négocie. Le rapport de force se rééquilibre. Là où l'on subissait les frais de transit ou les lenteurs aux frontières, on peut désormais mettre en concurrence plusieurs itinéraires, plusieurs partenaires, plusieurs pays. La dynamique entre port et arrière-pays n'est plus celle d'une dépendance unilatérale. Elle se transforme en compétition féconde. Le Burkina, le Niger, le Mali ne vivent plus sous la menace constante de l'asphyxie logistique. Désormais, leur vulnérabilité n'est plus un état permanent, mais une variable ajustable. Le système passe d'un entonnoir, où toute la pression convergeait sur un seul point, à un véritable réseau, flexible, modulable, où le choc d'une crise peut être absorbé, réparti, contourné. Cette mutation technique, en apparence discrète, bouleverse en profondeur la psychologie politique régionale. Car au fond, ce n'est pas seulement une question de camions ou de rails. C'est la perception même des frontières et des limites qui évoluent. Quand on voit que le carburant continue d'arriver malgré les sanctions, que les importations persistent malgré les tensions diplomatiques, que les camions parviennent à destination même en contournant les circuits habituels, le message est clair. La géographie n'est plus une prison. Les jeunes générations, en particulier, le ressentent. Pour elles, la souveraineté ne se déclame pas, elle se prouve. Elles veulent voir le système bouger, s'adapter. Et quand c'est le cas, l'imagination collective s'ouvre. On cesse de demander « Pourquoi sommes-nous bloqués ?» pour commencer à réfléchir « Qu'est-ce qu'on peut encore réinventer ?» La diversification des corridors, c'est une démonstration concrète que ce que l'on croyait figé est, en réalité, négociable. Ce qui paraissait être une faiblesse structurelle devient un levier de force. Sur le plan économique, cela se traduit par plus d'autonomie, plus de résilience face aux chocs extérieurs, plus de marge de manœuvre face aux bailleurs et aux investisseurs internationaux. Les sociétés civiles saisissent que leur sort n'est plus dicté uniquement par des intérêts extérieurs ou des accords hérités du passé. Et surtout, ce changement envoie un signal fort. La transformation commence dans l'imaginaire avant de s'écrire dans le béton ou sur l'asphalte. Les mentalités évoluent. Les limites que l'on croyait naturelles, monnaie, énergie, sécurité alimentaire, deviennent elles aussi des chantiers ouverts à la négociation, à la réforme, à l'invention. Mais attention, cette nouvelle agilité, ce pouvoir de choisir, n'est pas acquis pour toujours. Les ports, les corridors, les réseaux doivent continuer à s'adapter, à investir, à anticiper. Celui qui se repose sur ses acquis risque demain de perdre sa place dans la compétition régionale, de voir ses partenaires le contourner, de devenir invisible dans la nouvelle carte des échanges africains. Alors, comment les acteurs du Sahel et d'Afrique de l'Ouest peuvent-ils transformer cette mutation silencieuse en avantage durable? Quels leviers, quelles pratiques, quelles stratégies concrètes tirer de cette diversification pour consolider leur position et renforcer leur souveraineté? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. Quand la route change, tout change, du prêt bancaire à la confiance collective. Regardez bien, ce n'est pas seulement une histoire de camions ou de routes asphaltées. Quand un corridor logistique se diversifie, la transformation se propage à tous les niveaux, du dossier de crédit d'un pays jusqu'à l'état d'esprit de sa jeunesse. Concrètement, la résilience logistique rebat les cartes du risque. Avant,
Dépendre d'un seul port ou d'une route unique, c'était tendre le dos à chaque crise. Fermeture de frontières, sanctions, hausse des coûts, retard sur les intrants agricoles, industriels, énergétiques. Mais avec plusieurs corridors, le risque se dilue. Ce n'est plus une faille béante, c'est un échiquier où l'État peut déplacer ses pièces. Et cela, les agences de notation le voient, les assureurs, les bailleurs de fonds, les investisseurs aussi. Moins de vulnérabilité, c'est plus de confiance. D'un coup, les conditions d'emprunt changent. Un pays perçu comme capable d'assurer ses approvisionnements de façon stable, même en cas de choc, obtiendra de meilleurs taux, plus de marge pour investir dans l'énergie, l'agriculture ou l'industrie. C'est la finance qui suit la logistique, et non l'inverse. Prenons un exemple. Si le Niger ou le Burkina Faso disposent de 3 accès crédibles à la mer, au lieu d'un seul, cela pèse dans les négociations, qu'il s'agisse de tarifs de transit, d'accords douaniers ou de discussions diplomatiques. Le simple fait d'avoir le choix, la possibilité de dérouter 20 ou 30% du commerce en cas de crise, devient un levier. Les discussions ne se jouent plus sous la menace de l'urgence, mais sur la base de calculs, d'intérêts mutuels, de partenariats. L'État ne subit plus, il négocie. Et cette nouvelle posture ne se limite pas aux grandes salles de réunion. Elle infuse jusqu'aux mentalités. Parce que voir, pour la première fois, qu'il est possible de transformer une contrainte structurelle en opportunité, c'est aussi changer sa propre perception du possible. Longtemps, l'enclavement, la distance à la mer, étaient représentés comme des fatalités, des handicaps gravés dans la géographie et dans la mémoire collective. Mais la multiplication des corridors prouve que l'on peut reconfigurer l'héritage, non en effaçant la carte coloniale par la force, mais en la redessinant, point par point, par la stratégie. C'est ici que commence une souveraineté nouvelle. Pas seulement économique, mais aussi psychologique. Parce que l'architecture des routes, des rails, des ports, ce n'est pas que de l'acier et du bitume. C'est la structure même de la confiance et de la projection dans l'avenir. Quand une société voit que le réseau s'élargit, que la marge de manœuvre augmente, elle gagne en audace. Les investisseurs voient plus de stabilité. Les jeunes voient plus d'options. Même les crises, qui semblaient naguère insurmontables, paraissent désormais gérables. Il ne faut pas sous-estimer ce basculement. Rater la diversification logistique, ce serait manquer la chance de transformer en profondeur la souveraineté africaine. Parce que la puissance ne naît pas du rejet brutal d'un héritage, mais de sa réécriture méthodique, jusqu'à ce que chaque point de passage, chaque connexion, traduise une liberté choisie, non subie. Et au fond, que révèle ce basculement sur la capacité de l'Afrique de l'Ouest à remodeler son destin? Et si la véritable redéfinition de l'Afrique ne passait pas par ses frontières, mais par la réinvention de ses systèmes invisibles? Car au fond, la carte n'a pas changé. Les lignes restent figées sur le papier, le Sahara n'a pas rétréci, la Méditerranée ne s'est pas déplacée. Pourtant, silencieusement, la géométrie du pouvoir se métamorphose sous nos yeux. Pendant plus d'un siècle, l'Afrique de l'Ouest a vécu selon une logique économique imposée, extraire des richesses de l'intérieur pour les envoyer vers la mer. Les voies ferrées, les routes, les ports, tout était pensé pour servir cette architecture héritée de la période coloniale, où l'intérieur nourrissait littéralement le littoral, qui servait, lui, de tremplin vers l'extérieur. Une ligne droite, une dynamique à sens unique. Mais aujourd'hui, ce schéma se fissure. Lorsque le Burkina Faso, le Mali, le Niger multiplient leurs accès aux mers, ils ne se contentent pas de réagir à une crise ou de contourner des sanctions. Ils bouleversent, en creux, les fondements d'un ordre logistique centenaire. Le couloir unique, ce fameux entonnoir qui concentrait toutes les pressions, toutes les dépendances, laisse la place à un réseau. Sud, ouest, nord, chaque nouveau corridor, chaque route alternative vient diluer la vulnérabilité, redistribuer la capacité de négociation. Et ce faisant, ces pays ne redessinent pas seulement des flux, ils redessinent la carte mentale de leur souveraineté. C'est là que le basculement devient bien plus qu'économique ou technique. C'est un acte politique, presque philosophique. Pendant des décennies, on a présenté l'enclavement comme une fatalité. Un mur invisible,
un handicap structurel inscrit dans tous les rapports, dans tous les discours sur le développement africain. Mais chaque fois qu'un État enclavé parvient à transformer ce défaut en source d'ingéniosité, il envoie un signal. Les contraintes sont faites pour être contournées, réinventées. Regardez la Suisse, le Rwanda, l'Éthiopie. Tous enclavés, tous parvenus, chacun à leur manière, à compenser, à transformer leur géographie en opportunité. Aujourd'hui, au Sahel, les convois qui traversent de nouveaux corridors transportent bien plus que des marchandises. Ils transportent une nouvelle posture, une nouvelle manière d'envisager la place de l'Afrique dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Le message ? L'accès se négocie. Les partenariats se multiplient. La survie ne dépend plus d'un seul port, d'une seule route, d'un seul garde-barrière. Les frontières restent les mêmes, mais les flux de pouvoir, eux, s'inversent. Et c'est peut-être là la véritable révolution africaine. Ne pas brûler la vieille carte héritée, mais la recouvrir, la détourner, la dépasser par l'imagination. C'est pourquoi le Sahel, aujourd'hui, n'est pas seulement un espace de tension ou de défi. C'est un laboratoire, une école de résilience pour toute l'Afrique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'autonomie économique ou la fierté nationale. C'est la capacité de chaque société à repenser ses propres limites, à transformer l'invisible en levier de négociation, à faire de la logistique un instrument de souveraineté. Et vous dans tout ça ? Rester spectateur, c'est risquer de voir les lignes bouger sans pouvoir peser sur leur nouvelle direction. Être acteur, c'est participer à la prochaine décennie africaine, à l'écriture d'un nouveau récit où la vulnérabilité se change en force. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce genre d'analyse vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous en commentaire, selon vous, quelles sont les autres frontières invisibles que l'Afrique peut et doit réinventer ? À très vite pour une nouvelle plongée au cœur des dynamiques africaines, là où l'histoire s'écrit souvent en silence, bien au-delà des cartes.